J'avais 9 ans et lui, il en avait à peu près 54. Donc on était comme ces deux petites femmes et on s'occupait de lui, on rangeait la maison. Et le soir, comme une femme fait à son mari, on a eu ces gestes-là avec lui. Et on a fait des choses vraiment monstrueuses. Des choses qu'aujourd'hui, j'ai du mal dans ma sexualité en tant que femme à accepter, parce que c'est dur. Les rapports avec ma mère est assez paradoxal. À la fois, elle pouvait être très proche de moi et à d'autres moments, elle pouvait se montrer assez agressive, assez violente. Elle avait, je pense, tellement de colère en elle et tellement d'instabilité qu'elle réagissait de manière très violente et très impulsive. Par exemple, le matin, je pouvais me faire frapper violemment pour un courrier que j'ai pas réussi à retrouver et après, viens, je t'emmène à Quick. Elle oscillait entre des phases où elle était très heureuse et elle me gâtait parce qu'elle m'achetait de dernière console, j'étais plus gâtée. Et puis, une semaine après, elle allait revendre les consoles et puis là, elle était énervée, elle était pas bien parce qu'elle était pas stable en fait. Et ça s'est dégradé ensuite, ça a été beaucoup plus violent. Et ma mère est tombée enceinte de mon beau-père. En fait, ils ont fait comme une union familiale et j'étais un peu exclue parce que je n'étais pas sa fille légitime. Tous les deux consommaient de la drogue régulièrement. Moi, j'étais dans ma chambre. Je restais très souvent en haut, il fallait pas que je descende parce qu'il fallait pas déranger mon beau-père, il fallait pas faire de bruit. Il buvait énormément, il y avait des phrases qui étaient assez violentes. Plusieurs fois, j'ai appelé la police pour intervenir chez nous dès qu'il sortait pour aller travailler. Ma mère venait me voir, elle me disait c'est la fête et puis j'allais en bas dans le salon. C'était une vie, on s'adaptait à lui et donc je descendais que lorsque lui partait de la maison. Et c'est le fait en fait d'avoir été isolée, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de l'homme qui m'a violée. C'est un mot un peu dur à dire. Et un jour, je me suis baladée dans la résidence et j'ai fait la rencontre d'une jeune fille. Et on s'est liés d'amitié et elle m'a dit viens chez moi, c'est ma nounou qui me garde. Donc la nounou, c'était ce monsieur. Je suis allée chez elle, qu'il était très accueillant. Et donc là, j'atterris en fait dans une maison où je vois tout ce dont j'aspirais en fait, une maison propre avec quelqu'un d'accueillant, de chaleureux. Je sais pas, il y avait une atmosphère, il y a quelque chose qui m'a attirée. Je me suis dit c'est là que je veux être. Et on était genre deux princesses parce qu'ils nous appelaient ces princesses. Il m'avait offert un collier en diamant parce que cette personne avait beaucoup d'argent. Il m'avait acheté des vêtements propres. J'avais une brosse à dents. Je pouvais manger à ma faim chez lui, je pouvais me doucher. Un jour, j'ai fait une chute en roller, j'avais une double fracture au poignet. J'avais très très mal, ma mère a refusé de m'amener à l'hôpital. À l'école, on m'a pas cru quand j'avais mal. Ce soir, je suis partie de chez moi en douce. Je suis allée chez lui et c'est lui qui m'a emmenée à l'hôpital, qui m'a soignée. Et ça a commencé, je suis partie regarder son ordinateur. Il m'a caressé dans le dos et sa main a commencé à se poser sur mes fesses. Et là, je me souviens en fait que j'ai ressenti des picotements dans la gorge et eu les joues qui étaient rouges et j'avais un air grave et j'ai pas compris ce qui se passait. Ça a commencé par une caresse. En manque de repères, j'ai pris ça pour de la tendresse. J'avais 9 ans et lui, il en avait à peu près 54. Et après, donc avec cette jeune fille-là avec qui on jouait, je dormais souvent chez elle. On a vécu ensemble des agressions sexuelles par cet homme. On prenait des bains, il nous filmait dans le bain. Il nous a demandé de faire des choses. Et je me souviens qu'un jour, il m'a donné des médicaments parce que j'avais mal à la tête. Et on s'est retrouvés dans son lit, j'avais les yeux écarquillés et nus dans son lit. Et donc on était comme ces deux petites femmes et on s'occupait de lui, on rangeait la maison. Et le soir, comme une femme fait à son mari, on a eu ces gestes-là avec lui. Nous, on éloignait au maximum en fait les moments où on devait avoir des rapports avec lui parce qu'on faisait en sorte de toujours sortir, on disait non mais on n'a pas envie, ou on faisait en sorte de dormir ensemble dans le même lit, on faisait tout en fait pour pas avoir ces moments-là et donc ça l'agaçait. Et donc si c'était ça, je vais vous ramener chez vos parents. Et je redoutais les violences de ma mère et son comportement et il savait très bien que ma mère était violente et que j'avais une peur bleue de ma mère, donc je disais oui. Je ne disais rien à personne mais je savais que c'était pas normal. Et la seule personne avec qui j'étais complice, c'était avec cette petite fille qui a vécu ça avec moi. Mais la violence a commencé à augmenter quand cette fille-là est partie et j'étais seule avec lui. Et j'en pouvais plus en fait, ça devenait trop dur et donc j'ai écrit une lettre où j'ai dit tout ce qui m'arrivait à ma voisine d'en face. Elle a reçu la lettre, elle m'en a parlé que plus tard, elle m'a dit est-ce que c'est vrai ou pas ce qui t'arrive, c'est très grave. Je lui ai dit non, c'est un mensonge. J'ai tout inventé et j'ai menti. C'est la seule fois où j'ai essayé d'en parler. Comment on peut laisser son enfant de 9 ans dormir chez un homme de 54 ans sans ne serait-ce que jamais se poser une question? Comment on peut faire une autorisation pour quitter le territoire, pour aller jusqu'en Norvège et laisser passer sa fille Noël avec cet homme-là? C'est là où je suis allée en Norvège fêter Noël avec lui et que j'ai vu que j'étais pas la seule qui vivait ces choses-là. Même en Norvège, d'autres jeunes filles ont été victimes de cet homme-là. Il y a une sensation qui me dégoûte, c'est parce qu'on avait pris un bateau et je me dis mais comment les gens ont pu laisser cette jeune fille. Tous les clients en fait, du yacht nous ont vus, un vieux monsieur et une petite fille ensemble, manger ensemble au restaurant, jouer aux machines à sous. On dormait dans une cabine, dans une suite. Il y avait une parure de lit léopard, ça me dégoûtait. J'étais pas à ma place, comme si on était un couple, c'était dégueulasse, avec des espèces de roses, enfin ça m'a donné envie de vomir. Et quand on est arrivé là-bas, il m'a dit voilà, là-bas je connais des gens, une famille. Les parents étaient sourds et muets. Encore une fois, le cadre idéal pour pouvoir s'immiscer et rendre service. Il y avait 3 jeunes filles. Il y avait une jeune fille avec qui je me suis liée d'amitié avec elle. Elle ne parlait pas français. Et elle aussi, elle m'a avoué que quand il venait, elle vivait ces choses-là aussi.
parce que les parents lui faisaient confiance, parce que les parents avaient besoin de lui pour faire certaines démarches, parce qu'ils étaient sourds-muets. J'ai compris en fait que non, j'étais pas la seule qui a vécu ces choses-là. Après la Norvège, oui, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je savais qu'il avait envie de partir. Il m'expliquait que c'était un peu compliqué, qu'on allait peut-être plus se revoir. Je savais pas en fait que les policiers étaient sur sa trace. En fait, les gendarmes sont venus frapper à notre porte, donc 2 ans après que tout ça ait commencé. Ils avaient retrouvé des vidéos pédopornographiques sur lesquelles j'étais dessus, et plus de 420 000 clichés et vidéos sur cet ordinateur du monsieur. Donc il avait déjà été interpellé au préalable. Il avait dit tout ce qui s'était passé. De toute façon, il y avait des vidéos, il y avait des clichés. Il ne pouvait pas nier, ils ont tout retrouvé. Et donc j'avais pas à dire tout ce qu'il m'avait fait parce que voilà, il a tout dit et que les vidéos témoignaient d'elles-mêmes. Et on a fait des choses vraiment monstrueuses. Des choses qu'aujourd'hui j'ai du mal dans ma sexualité en tant que femme à accepter, parce que c'est dur. La mère de la personne qui a vécu les choses avec moi, donc de la petite fille qui vivait avec moi dans la maison, est partie voir ma mère. Et elle lui a dit, c'est normal en même temps, ta fille, s'il lui arrivait ça, c'est parce qu'elle est trop extravertie. Et j'ai entendu ça, moi. Donc ça a rajouté de la culpabilité à ce que j'ai vécu. On est sorti du poste de police et je me souviendrai toute ma vie de cette sensation. Je respirais à nouveau. Et là, le lendemain, ma mère a commencé à être très violente. Elle m'a dit que j'étais qu'une pute et que j'avais aimé ça, que j'étais sale. Elle a commencé à me cracher dessus. Et elle m'a interdit d'approcher mon frère et ma sœur. Et j'avais espéré, quelque part, que quand tout ça allait savoir que peut-être que ma mère allait m'aimer, en fait, peut-être qu'elle allait me protéger et qu'elle allait avoir son rôle de mère. Et non, elle m'a condamnée 2 fois. Et après, s'en est suivi des années de souffrance. Je devais laver la maison de A à Z. Elle me réveillait à 6h du matin pour laver les chaussettes de mon beau-père parce qu'on n'avait pas de machine à laver. Tout le quartier savait que j'étais sale. On avait de la moisissure au mur. Je passais des fois 1 mois et demi sans me laver, sans me doucher, sans avoir le droit de faire ces choses-là. Et quelques mois après, j'ai été déscolarisée et ma mère est partie en maison de repos. Et j'ai envoyé un SOS à ma tante en lui disant où j'étais. J'étais sur Avignon. Viens me chercher, je t'en supplie. Et le lendemain, elle a appelé la famille, elle m'a pris un billet, elle m'a récupérée. J'avais 13 ans et demi, 14 ans et elle m'a sauvée. Et donc il y a eu le procès et je me souviens juste que j'ai été appelée à la barre pour parler. Et ça a été douloureux parce que les jurés ont vu les vidéos, ont tout vu, m'ont vu moi et ça je me sentais sale. Il a pris 20 ans au début et à la fin du procès, remise de peine 14 ans. Et il y a 2 ans de ça, j'ai reçu une lettre écrite en anglais du tribunal pour me dire que cet homme-là était sorti, donc il a fait même pas 10 ans quoi. J'ai été convoquée par le tribunal à Bordeaux pour me dire voilà madame, vous allez recevoir une grosse somme d'argent, l'argent des dommages et intérêts. Mais cet argent je l'aurais pas parce que ma mère a récupéré l'argent des dommages et intérêts et ma mère a dilapidé cet argent-là de manière dans les fringues, dans la drogue, dans ses soirées d'ivresse. Elle a été jusqu'à dilapider cet argent sale, l'argent qui a brisé sa fille, et elle l'a dépensé. Et j'ai rencontré un homme qui a été capable de me donner de l'amour au moment où j'en avais le plus besoin. Je suis partie avec lui à l'âge de 16 ans et je suis tombée enceinte. J'ai fait un déni de grossesse. J'ai appris que j'étais enceinte à 5 mois et demi. Et de cette histoire est née ma fille. Et ça a été très compliqué. Les relations n'étaient pas au beau fixe. Il y avait des tensions, de la violence entre nous et je voulais pas que ma fille assiste à cela. J'ai pu trouver une place en foyer jeune maman. Et moi, j'étais en train de grandir en même temps que ma fille et j'avais tous mes démons qui ont ressurgi. J'ai commencé à tomber dans la boulimie de manière excessive. J'avais énormément de noirceur en moi, beaucoup de souffrance que j'avais besoin d'exhorter. C'était une période vraiment de mes 20 ans à mes 23 ans, c'était pas une belle période. Je peux pas m'empêcher de projeter la petite fille que j'étais en elle, même si elle est totalement différente, c'est qu'elle n'a pas vécu ce que j'ai vécu, qu'elle ne vivra pas. Mais je peux pas m'empêcher de projeter toutes mes craintes sur elle. Je suis complètement azimut, je suis parano, je la laisse aller nulle part. J'ai plein de défauts, quoi. Mais je l'aime et je la protège. Trop, d'ailleurs. Mais on est bien, toutes les deux. Et je suis fière d'avoir réussi à garder ma fille avec moi et de pouvoir subvenir à ses besoins et aujourd'hui de lui servir de modèle et d'exemple. Je veux être une source d'inspiration pour elle. Souvent, les personnes qui ont des parcours de vie très chaotiques, t'as 2 solutions. Soit tu te laisses bouffer par tes démons et tu t'enfermes dans des schémas répétitifs, soit tu excelles. Et moi, j'ai envie d'exceller. La vie, je veux la manger, je veux la croquer. J'ai créé le compte Instagram Plus Jamais Silencieuse. Ça m'a permis, en fait, d'avoir un endroit à moi et de pouvoir décrire ce que j'avais vécu. Souvent, j'utilise des métaphores pour décrire des scènes qui sont pas forcément très, très belles et très radieuses. J'ai compris en fait tard à quel point ça faisait du bien de pouvoir libérer la parole, à quel point ça fait du bien de se sentir écouté. Et pour une fois, c'est moi qui raconte mon histoire avec mes mots à moi. Ouais, j'ai peut-être pas fait d'études dans le domaine de la psychologie ou autre, mais je l'ai vécu et finalement, qui mieux qu'une personne qui l'a vécu pour être légitime. Et j'ai des choses à raconter, j'ai des choses à dire et j'ai envie de parler aussi pour aller mieux. Et ça va de mieux en mieux.